Ici, globalement, la superficie, c'est 3 hectares, 3 hectares. dont approximatif 7500 pieds. Ouf. Oui, donc normalement, à 40 centimes du sol, il devrait commencer les fruits. Donc, à plus de 40 centimes, si les fruits ne sont pas encore là, c'est problématique. Et pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que lorsque les papayes vont très haut, les gens en récoltant ont trop de difficultés. On a même vu quelqu'un qui en récoltant un fruit, s'est tombé sur sa tête. Ah. Donc, et puis ça peut causer n'importe quel dégât. Ouais. Les variétés qui vont très haut là, c'est vraiment à 10 mois que tu peux avoir ce genre de production là. L'année-ci, il va produire jusqu'à ce niveau. L'année prochaine, il va produire jusqu'à ce niveau. Ainsi de suite pendant les 3 autres années. Mais il ne finira jamais par être aussi assez long comme les variétés Goliath sauvages d'époque. Oui. Donc on récolte normalement tous les samedis pendant approximatif 3 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Joël Karamté et sur ma chaîne on parle d'import-export de fruits exotiques tels que la mangue, l'avocat, l'ananas et coco. Et aujourd'hui je suis dans une plantation de papayers. Salut Évariste. Un gros plaisir de vous recevoir ici. Il faut dire que je suis Kana Évariste, ingénieur agronome de formation et puis spécialisé dans l'installation de systèmes d'irrigation. Donc j'ai fait hydraulique agricole. Mais puisque l'eau, on ne l'installe qu'en fin d'année, c'est-à-dire à partir d'octobre, pendant le processus annuel, on essaye de faire beaucoup d'autres choses, notamment la production végétale. Ok. Bon, premièrement, j'aimerais savoir où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes globalement dans la région du centre, département de Moufoua-Famba, bref, Bankomo. Ok. On est à 25 km de la barrière Ala, qui est très connue. Et puis, 2-3 km de la nationale qui va à Douala. Je crois que c'est numéro 3 ou 2 là. Ouais. Et par rapport à cette culture, ça c'est quoi? Donc là, c'est la papaye Kalina, IPB9. Et c'est globalement l'une des variétés que nous avons appris à cultiver il y a de cela 5 ans. Ok. Mais dès le départ, on s'y est pas vraiment intéressé. C'est vraiment aujourd'hui qu'on est en train de faire à grande échelle, quoi. Ok. Mais celle-ci est faite pour le marché local ou le marché international. Quelles sont les raisons? Donc il faut dire que les papayes Kalina, fondamentalement pour nous, c'est fait pour le marché local. Ok. Parce que le marché international a quand même beaucoup d'exigences. Et nous, on n'a pas encore cette capacité-là. C'est vrai qu'on est une entreprise bien constituée, mais on n'a pas encore toutes les certifications qui vont avec. Donc, notre marché cible, c'est le Congo-Brazzaville. Ok. Ouais. Mais est-ce qu'au Cameroun, il y a les systèmes de transport qui permettront de faire arriver ce fruit en bon état au Congo? Oui, ça arrive très bien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de cultiver Kalina. Parce que les solos, les Goliaths, les Red Royal, après la récolte, ça pourrit vite. Du coup, à cause des chocs liés au transport, comme nos routes ne sont pas correctes, généralement, la résistance après récolte n'y est pas. Mais Ok. avec Kalina, même quand le fruit est mûr, vous pouvez récolter et ça fait encore 10 jours, 15 jours à la maison sans vraiment pourrir. Donc c'est pour ça que quand le Congolais vient, il sait qu'il achète de manière obligatoire la variété Kalina et puis il l'achemine à Brazzaville, puis à Kinshasa. Ça peut prendre une semaine et puis il n'y a pas de souci à ça. Ok. Et sur le plan des semences, comment est-ce qu'on fait pour les obtenir? Ouais, le challenge des semences, c'est un challenge extrêmement compliqué ici parce qu'il faut clairement dire que nous avons peut-être 6 fournisseurs de semences dites hybrides F1. Mais au Cameroun ou à l'extérieur? Non, au Cameroun. Du moins au Cameroun à l'extérieur. Parce que finalement, ce que nous avons compris, c'est que les semences même hybrides dites F1 de Kalina n'existent pas. C'est tout simplement une sélection que les gens apprennent à faire. Et en termes de process de sélection, plus tu as un laboratoire bien spécialisé, plus tu as des semences de meilleure qualité. Et à tout moment, tu peux donc faire aussi faux pas. Ça veut donc tout simplement dire qu'ici, nous séparons le champ généralement en plusieurs blocs. On Ok. teste et on valide les semences des différents fournisseurs. Et jusqu'ici, il faut dire que c'est toujours complexe. Aux dernières nouvelles, les semences que nous avons reçues qui ont été un peu correctes venaient de l'Inde. Donc, ils ont quand même des mécanismes qui réussissent à sélectionner et qui finalement donnent vraiment des bons résultats. Mais nous aussi, on s'est dit, OK, comme c'est difficile d'avoir les semences, on s'est lancé aussi dans la sélection. Donc, lorsque nous faisons un champ pilote, par exemple, comme celui-là, l'idée, c'est à la fin de sélectionner les plantes qui répondent aux critères de sélection. Ok. Et puis, à partir de ces plantes-là, multiplier les semences et distribuer au niveau national. Et le rendu est quand même plus acceptable par rapport à ce qui est importé. Parce que Kalina, on a l'impression que c'est des longs fruits, mais Kalina a plusieurs formes, tout simplement. Donc, à la fin de la journée,
par rapport à un client cible ou bien par rapport à un besoin cible, on sait exactement quel est le type de plante qu'il faut sélectionner pour satisfaire tel marché. Par exemple, ici, les Congolais, eux, ils aiment les longs fruits. Donc, Mhm. quand vous les présentez Kalina rond comme ça, ils n'ont jamais vu. Ils sont surpris. Ils se disent que c'est Goliath ou ils se disent que c'est Solo, une autre variété. Donc, du coup, pour eux, il faut faire une sélection des fruits, des graines qui vont produire des fruits longs. Et ils appelleront ça tout simplement Kalina. Et aussi, on va comprendre, de peur de se faire tromper, quelqu'un peut te vendre des fruits ronds alors que c'est Solo. Ouais. Et il te dit que c'est Kalina, par exemple. Donc, le challenge de semences, on est vraiment, vraiment, vraiment en train de s'y mettre pour spécialiser nos équipes dans la sélection des graines. Pour que désormais, on soit auto-indépendant dans la production des semences, en tout cas les graines qui vont servir de germination plus tard pour produire les jeunes plantes. Donc, pour comprendre aussi, vous faites aussi, en fait, vous fournissez également les graines de papaye. Oui, en principe, on a vraiment appris à le faire parce que la réalité est que quand vous observez ce champ-là, Mhm. c'est moins de 5% en mal. Or, Oh, ce qui a retiré les gens dans la culture du papaye, c'est tout simplement que les gens achètent les semences et à la fin de la journée, ils ont 50% de pieds mâles, 50% de pieds femelles. Donc, ça mhm. décourage toujours. Donc, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes locaux qui OK. nous permettent de sélectionner les meilleures graines qui donneront quand même un pourcentage de mâles et femelles acceptable. Donc, on le fait déjà depuis bientôt 3 ans. Et puis, vraiment, à partir de 2024, on a finalement décelé le secret qui se cache derrière le gain. La seule difficulté que nous avons pour le moment, c'est la conservation. OK. C'est-à-dire que nous n'avons De pas la encore... semence ou du fruit? Non, de la La semence. semence, OK. Comme pour dire que nos semences, lorsque on les extrait, ils ont au trop 2 mois de Mhm. stockage ou bien de conservation. Et puis, si vous ne les germez pas, ils vont se gâter. Voilà le seul problème. Sinon, nous avons aujourd'hui quand même une garantie qui permet de comprendre que nos semences extraites localement ont autour de 80 à 85% femelles. Wow, Ouais. ça c'est un bon taux. Parlons alors à présent de la germination. Comment cela se passe? Oui, en principe, la germination, ce qui est plus enseigné pour la papaye, c'est la pré-germination. C'est-à-dire qu'il faut créer un mécanisme de levée de dormance OK. avant d'aller en pépinière pour répliquer les graines dans les pots. Qu'est-ce que ça veut dire lever de dormance? Lever de dormance, c'est tout simplement activer les bourgeons de germination. Parce que lorsque vous mettez une graine dans un environnement, il va Mhm. sortir la nouvelle tige. Ouais. Et on a constaté qu'avec la papaye, lorsque vous mettez directement les graines dans les sachets pépinières, en général, ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés à germer. Et donc, pour résoudre ce problème-là, il faut passer par la pré-germination. La pré-germination consiste tout simplement à mettre les graines dans un environnement très humide Mhm. et puis ils vont s'activer rapidement. Et ce sont les graines pré-germées que vous allez repiquer directement dans des sachets. Tout ceci a été enseigné et fondamentalement pour toutes les variétés de papaye. Sauf que le constat que malheureusement on a fait avec la variété Kalina, c'est que le taux de pré-germination est de moins de 15%. C'est-à-dire, Pourquoi? vous prenez, vraiment, on n'a pas la réponse. Peut-être c'est la coque ou la peau qui est très dure. Donc, du coup, quand vous mettez dans un environnement de pré-germination quotidien, Mhm. ça ne fonctionne pas. On va peut-être dire qu'on n'a pas les meilleures techniques de pré-germination. Mais donc, aujourd'hui, le process est simple. Il est intéressant d'acheter les graines non pré-germées, c'est-à-dire Mhm. des graines qu'on vient d'extraire OK. et puis qui sont encore frais. Et ce sont directement ces graines-là qu'on repique, qu'on met directement dans les pots. Et on s'assure donc de faire un paillage. Donc, lorsque la pépinière est bien paillée, soit l'ombrière, soit la paille ordinaire, et puis en 14 jours, vous aurez une levée qui dépasse 80%. 80%. Ouais. Et cela se fait en quelle période de l'année? Vu qu'actuellement, si on commence à entrer en saison sèche, on peut le faire maintenant ou il faudrait attendre En un peu? principe, je devrais dire que cela se fait toute l'année. Toute l'année. Parce qu'en principe, il n'est pas possible de produire la papaye Kalina sans système d'irrigation. OK. Si vous plantez la papaye Kalina en mai ou avril-mai, qui est le système standard, Ouais. c'est-à-dire que les pépinières se font dès le mois de janvier. Mais dès le mois de mai ou avril-mai, on plante. En principe, quand vous plantez en avril-mai, en octobre, là, vous avez des plantes comme ça, 6 OK. mois, 7 mois plus tard. Et si vous n'installez pas un système d'irrigation, il y aura chute des fruits. Ouais. Oui, effectivement, le fruit ici va tomber sans être réellement mature. Et lorsque vous allez aller sur le marché avec, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas sucré. Lorsque vous allez vendre pour consommer, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas sucré. Simplement parce que le fruit n'a pas acquis toute sa maturité génétique. Et OK. donc, il faut absolument installer un système d'irrigation. Et à l'inverse, donc, puisqu'il y a un système d'irrigation, on peut donc planter toute l'année. Toute l'année. On peut donc faire la pépinière toute l'année. Mais nous, ici, on fait la pépinière toute l'année aussi parce qu'on a
le planting en mars-avril pour le cadre du Cameroun. Parce que nous livrons aussi dans l'essentiel des pays d'Afrique centrale. Ça veut donc dire que dès le mois de juillet-août, on livre dans beaucoup de pays. Et en octobre, c'est le grand retour des pluies au Gabon, Congo, Guinée équatoriale. Donc on livre aussi à la période là. C'est pour ça que tout le temps, on a des pépinières disponibles. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Habituellement, au Cameroun, je vois les papayers très très hauts. Mais je suis surpris de voir celui-ci aussi bas comme ça et avec beaucoup de fruits. Pourquoi? Non, en principe, la variété de papaye dite Kalina, c'est une variété neuve. Non. Oui, donc normalement, à 40 centimes du sol, il devrait commencer les fruits. Donc, à plus de 40 centimes, si les fruits ne sont pas encore là, c'est problématique. Et pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que lorsque les papayes vont très haut, les gens en récoltant ont trop de difficultés. On a même vu quelqu'un qui en récoltant un fruit, s'est tombé sur sa tête. Donc, et puis ça peut causer n'importe quel dégât. Donc aujourd'hui, vraiment, on préfère des variétés naines. Et puis, un autre avantage des variétés naines, c'est que la production elle est précoce. Les variétés qui vont très haut là, c'est vraiment à 10 mois que tu peux avoir ce genre de production là. Oui. Mais il faut quand même reconnaître que la papaye, même Kalina, c'est 3 ans, 4 ans de récolte. Ça veut donc dire que l'année-ci, il va produire jusqu'à ce niveau. L'année prochaine, il va produire jusqu'à ce niveau. Ainsi de suite pendant les 3 autres années. Mais il ne finira jamais par être aussi assez long comme les variétés Goliath sauvages d'époque. Oui. Pour la Kalina, combien de temps il faut pour en fait récolter un fruit, en principe, lorsque le champ est potentiellement irrigué? Lorsque le champ est irrigué, normalement à 7 mois, tu as la première récolte. 7 mois? Oui, 7 mois. 6-7 mois même. Parce qu'il faut dire ici que le système d'irrigation au Cameroun, pour ceux qui sont dans la région du centre-sud-est, doit être installé en juin-juillet. Parce que entre avril et juin, c'est les pluies. Mais entre juin et juillet, on a une courte saison sèche qui ralentit globalement le cycle de croissance. Donc si pendant les 1 mois là, vous arrosez, la plante va croître pendant les 1 mois. Et comme on est actuellement en novembre, forcément tu récolteras en octobre. Oui, 1 mois plus tôt. Parce que ces fruits-là, d'ici 2 semaines, ils seront prêts à être récoltés. Et de ce fait, de la première récolte, après, pendant combien de temps encore tu peux continuer à récolter? Non, en principe, les récoltes de papaye Kalina, pour ne pas laisser que ça mûrisse beaucoup, c'est tous les semaines. Donc ici, nous avons la fréquence de chaque 7 jours. Donc on récolte normalement tous les samedis pendant approximatif 3 ans. 3 ans? Oui, pendant approximatif 3 ans. Et puis la moyenne, c'est demi-fruit par semaine, par plante. Donc chaque 2 semaines, on récolte un fruit par plante. Oui. Donc si tu as 20 plantes, chaque semaine, tu peux prendre combien de fruits? 10 fruits. 10 fruits? Oui, parce que tu auras la moyenne de demi-fruits par semaine. Wow. Oui. Ça veut dire que nous ici, puisqu'on fait par hectare 2500 fruits, 2500 plantes, j'allais dire, l'idée minimale, c'est d'avoir 1000 fruits toutes les semaines. Toutes les semaines. Parce que sur les 2500, on suppose qu'on a 10% de mâles. Ça fait 2225 restants. Ouais. Et dans les 2225, même si 225, on ne comprend pas leur croissance, on aura au moins 2000 qui seront prêts à être récoltés. Et on fera donc demi-fruits par arbre. Fois les 2000, ça nous donne pratiquement 1000 fruits, et donc toutes les semaines. Et ça sur 1 hectare. Combien d'hectares ici? Ici, globalement, on est sur 3 hectares. 3 hectares. Donc approximatif 7500 pieds. 7500 pieds. Ok. Maintenant, parlons du système. La plantation est conventionnelle ou biologique? Ici, en principe, par rapport à notre clientèle, c'est une plantation biologique. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a un peu certaines tâches là, parce que vraiment, on n'a pas encore commencé, ou bien on ne fait presque pas de traitement. Et c'est biologique, premièrement, parce que les fruits du biologique pourrissent moins que les fruits conventionnels. Et comme on a un gars qui achète vraiment cher, il est exigeant sur la qualité. Oui. En termes d'engrais, qu'est-ce que vous mettez? L'engrais, c'est surtout d'abord la fiente. Déjà, dès le planting, on apporte 1 kg de fiente papier. Et donc, on creuse le trou, on y apporte 1 kg de fiente. Et la fiente majoritairement utilisée ici, c'est des fientes de poule pondeuse, des fientes de poule de chair. Et des fois, quand il y a le lisier de porc, on utilise aussi et ça fonctionne très bien. Et donc, après ça, tous les 3 mois, on met encore de la fiente. C'est pour ça qu'à tout moment, lorsque vous passez là, vous allez voir quotidiennement la fiente. C'est vraiment au cas échéant que nous mettons de l'engrais. Et il faut même dire qu'ici, l'engrais que nous utilisons, c'est un engrais foliaire biologique qu'on appelle le Alpha Gro.
Alpha Gros. Oui, l'Alpha Gros, c'est un engrais foliaire biologique. C'est ça qui rend vraiment la plantation beaucoup plus verte comme ça, là, et ça fonctionne très bien. Ouais. Donc, en termes de Ok, fertilisation, les engrais chimiques NPK, vraiment, pour le moment, pas. ok. Voilà. Je crois que tu as une entreprise de consulting. Oui, en principe, on est installé comme une entreprise, Cypressa Consulting Salle, Ok. globalement à Yaoundé. Et on fait quand même pas mal de services. Donc, si en fait un membre de la diaspora ou même au Cameroun, en Afrique, aimerait un suivi de son champ ou un accompagnement, ça vous pouvez le faire. Bien sûr, on le fait parce qu'à gauche, on a un département de services. Mhm. Et pourquoi on le fait même de manière obligatoire, c'est aussi parce que les gens sont en train de beaucoup abandonner les plantations. Et évidemment parce que les itinéraires techniques ne sont pas corrects. Ok. J'ai mon cousin là qui va m'accompagner dans le deal. Sauf que le cousin ne connaît pas faire la différence entre les plantes qui produisent des fruits mâles ou femelles, ainsi de suite. Il sait qu'on plante dans le sol, 6 mois après, on commence à On récolter. récolte. Or, aujourd'hui, on est clairement dans une science. Mhm. Donc, on accompagne un certain nombre de personnes dans ce cas-là. Et puis, notre objectif, c'est vraiment que d'ici 2026 à 2027, qu'on ait la capacité de faire des projets de papaye clairement. C'est-à-dire que de la location ou de l'achat du site jusqu'à la maturation, à la récolte. Parce que la bonne nouvelle, c'est que avec les partenaires congolais, Mhm. ils sont prêts à acheter la plantation à partir de 10 mois. C'est-à-dire qu'ils viennent vous récolter le premier tour ensemble. Mhm. Si ça a effectivement été 1 hectare, si ça a effectivement donné 1000 fruits, avec le standing qu'ils voient, ils vont te donner entre 8 et 15 millions pour acheter la plantation. Ils continuent d'entretenir et ils continuent de récolter. Donc, c'est un investissement que je souhaite réellement que les gens y fassent. Et pour ça, là, nous devons vraiment nous appuyer pour l'accompagnement. Parce que lorsque ce n'est pas standardisé, le Congolais ne sait pas acheter. Surtout que c'est un gars qui a ses moyens. Mhm. Ouais. Et hormis en fait la papaye, quelle autre culture tu peux en fait accompagner un client? Il faut dire que la papaye, même pour nous, c'est une culture intermédiaire ou secondaire. Ok. Nous sommes fondés ou foncés dans la culture d'arbre fruitier. Mhm. Parce que, au final, on s'est dit que les cultures comme les papayes, s'il n'y a pas un accompagnement 100% ou continu, on risque d'échouer. Or, contrairement aux arbres fruitiers où on peut jongler comme on veut, quand tu as planté un avocatier, tu peux même louper 2 mois sans y arriver et puis il n'y a pas vraiment de problème grave. Donc, majoritairement, la société est fondée sur les avocatiers greffés. C'est vraiment notre deal au quotidien. Ok. Donc, ce modèle-là est connu. Nous savons faire des clés à main pour 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares, ainsi de suite. Quelle variété précisément? Disons que jusqu'ici, on est beaucoup plus dans les variétés comme Botset et Ixon pour la région du centre-sud-est, mais Anahem pour la région de l'ouest. Mais ces dernières années, on est en train de bousculer sur le plan international pour ramener la variété d'avocatier qu'on appelle As ici au Cameroun, parce qu'il n'y en a pas globalement dans l'essentiel des pays francophones. L'idée est claire et puis on a beaucoup de difficultés dans le processus. Ouais. Comme quoi comme difficulté? Se rendre dans ce pays pour essayer d'avoir la semence et revenir, ou c'est l'agrément du gouvernement qui C'est pose surtout problème? l'agrément parce que il faut avoir ce qu'on appelle la licence d'importation d'un produit Ok. pour permettre aux pays fournisseurs de savoir que c'est réglementaire. Ok. Mais sauf que pour avoir la licence d'importation d'un produit, il faut avoir il faut que le produit soit enregistré dans le catalogue du pays. Donc, l'avocat As n'est pas dans le catalogue des semences du Cameroun. Autrement dit, il faut d'abord faire enregistrer dans le catalogue. Et c'est Mhm. un process qui peut prendre autour de 30 ans. Parce que 30 ans. oui, effectivement, parce que de manière effective, il faut tester et valider la variété. Ok. C'est-à-dire qu'il faut amener des échantillons, cultiver avec l'itinéraire technique A, B, C, D. Et puis, première année, constat, tu fais le bilan. Deuxième année, constat. Et comme c'est une culture qui fait 30 ans, tu dois pouvoir présenter ce rapport-là sur 30 ans avant d'avoir l'enregistrement dans le Et cela catalogue. se fait à fonds propres où tu peux refinancer. Tu peux être financé dans un pays sérieux. Mais au Cameroun, on ne veut pas que tu mettes même dans le catalogue. Uh-huh. Parce que ça ne laisse à rien, ça ne leur dit rien. Bref, qu'est-ce qu'ils gagnent dans tout ce que tu racontes? Dès que c'est rien, alors là, ils ne s'engagent pas. Donc, j'ai vraiment cette difficulté-là. Mais je fais entrer ce type de semences-là au Cameroun de manière illégale. Donc, comme j'ai Ah! plein d'amis au Kenya, au Rwanda et tout ça là, je m'en vais, j'achète Mhm. et puis je bagage jusqu'à ce que j'arrive au Cameroun, je greffe et je distribue. Je sais qu'on sera effectivement coincé.
sur les processus d'exportation parce que c'est des variétés qu'on consomme ailleurs. Oui, Donc, beaucoup on en sera Europe. un peu coincé. Mais la question est, pourquoi en France on décide de consommer As et à Yaoundé on ne consomme pas As? C'est tout simplement parce qu'à Yaoundé on a le choix. Il y a les gros fruits, il y a le beurre, il y a ceci et cela. Mais demain, comme il y aura crise alimentaire, forcément, on va apprendre à consommer local. Mais par rapport à l'As, j'ai un doute, hein, parce que étant petit comme ça, c'est pour en fait les Européens. Mais en Afrique, toujours, on aura le choix à prendre toujours les plus gros fruits. Ouais, après, à côté, on va transformer. As a plus de 20% d'huile. Et l'usine, elle, en attend que les fruits. On a construit l'usine à Bouddha, ça fait quelques temps. Et puis, ça n'attend que les fruits. Sur ce plan, tu as raison, parce que au Kenya, surtout, il y a beaucoup d'entreprises qui font les plantations pour transformer en huile directement. Bien sûr, Donc, même pas pour vendre à l'international. bien sûr, bien sûr. Donc, Et, au-delà de l'avocatier, nous avons, pour 2026 et par la suite aussi, ouais, nous comptons créer une filiale qu'on appelle Safoutier associé au cacao. Safoutier, c'est connu au Cameroun, mais beaucoup d'autres pays africains ne connaissent pas ça, hein. Ils commencent à connaître. Safoutier, parce qu'ici, on dit la prune, mais en Côte d'Ivoire, souvent, quand on dit la prune, donc personne ne connaît ça. Oui, il faut le dire quand même. Il faut le dire quand même. Mais Safoutier, il y a une grosse vulgarisation qui est derrière. Parce ok. que la réalité est que les médias n'en parlent pas parce que les médias n'en savent pas aussi. Mais de plus en plus, c'est en train d'arriver. Parce que lorsque vous annoncez à Paris un matin que vous avez arrivage de 10 tonnes de safou, si c'est samedi, alors dimanche, il n'y a plus rien. En général, d'abord, tout est déjà précommandé. Donc, Voilà, ça arrive, voilà. c'est déjà en fait placé sur Et le marché. puis, le kilo actuel est autour de 15 $ en France. Ça veut dire que l'essentiel des promoteurs qui viennent de la France veulent faire ça pour justement exporter. Mhm, Surtout que le canal est désormais quand même un peu intéressant. Ouais, c'est possible d'exporter facilement. Et nous sommes en train de sélectionner des variétés résistantes mhm, après récolte. Parce que c'est malheureusement un produit qui pourrit très vite. Donc, on a développé une pépinière de safoutier, de cette variété-là, mhm. pour permettre de produire en local au Cameroun et tous les autres pays d'Afrique centrale, d'Afrique francophone, et puis d'exporter facilement. Mais actuellement, c'est encore en phase expérimentale où déjà ça peut être acheté pour une personne qui aimerait en fait la planter. Ce n'est pas en phase expérimentale, parce que nous avons prévu faire 500 hectares l'an 2026. 26, Oui, 500 hectares. oui, 500 hectares. Enfin, pas nous en tant qu'entreprise, Ah, ah. mais le collectif des entreprises que nous suivons au quotidien ou que Ah, nous accompagnons au quotidien. ok. Donc, c'est-à-dire qu'on a prévu des pépinières de 500 hectares, globalement pour le Cameroun, Congo, Guinée équatoriale et Gabon. Ouais. Un safoutier, en combien de temps en fait il devient rentable? Ou du moins de la plantation au premier fruit, il faut combien de temps? En principe, c'est 3 ans, mais il 3 ans. faut dire 4 ans pour commencer à être économiquement parlant. Ok. Donc, on peut récolter 2, 3, 4, 5, 10 fruits à 3, 4 ans. Mais 4 ans, 5 ans, c'est vraiment le timing pour commencer les vraies récoltes qu'on va vendre. Ouais. C'est un produit très pertinent, premièrement parce qu'on n'irrigue pas. Mhm. Du moins, on peut irriguer, mais il n'est pas aussi assez exigeant un système d'irrigation. Mais en termes de sol, ça demande un sol aride, un sol de forêt. Ça va. Disons que dans le grand bassin du Congo, on peut produire le safou partout. Ok. C'est un peu le Sahel qu'il faut installer un système d'irrigation. Et par chance, j'ai découvert quelques pieds au Burkina Faso, donc ça peut bien pousser, il faut juste avoir l'itinéraire technique qui va avec. En tout cas, c'est un arbre fruitier suffisamment rustique Mhm. qui résiste bien. Quand vous quittez par exemple Douala pour, j'allais dire Yaoundé pour Bafoussam, c'est presque les seules plantes que vous voyez en bordure de route que les gens ont plantées de manière villageoise et qui ont fini par tenir. Bien sûr. Oui. Si c'est un avocatier, vous ne verrez presque pas. Mais les safoutiers sont des arbres qui tiennent très bien. Et puis, c'est aussi un produit de santé. Donc, Aussi, voilà. ça produit beaucoup d'huile, hein, safoutier. Ah oui, 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 l'huile de safou, aujourd'hui, on n'en parle pas, mais pourtant, c'est aussi assez intéressant. Aussi Ok. assez intéressant. Et même, nous sommes en train de faire les safous séchés. Ça faut sécher. C'est pertinent. Ça dit, c'est le top niveau de chips. Ouais. Qui consomme ça? Non! Aujourd'hui, tout le monde a appris à grignoter. C'est comme il y a de cela 5 ans. On ne pouvait pas acheter les chips même de banane plantain pour vraiment manger. Non. Aujourd'hui, les safous séchés se mangent comme les bouts de pain aussi. Le fruit, en fait, est récolté frais et séché Oui. ou d'abord il est bouilli avant d'être Non, séché. frais et séchés directement. Ah, Ouais. j'aimerais voir ça. Ah oui, oui, c'est très pertinent. C'est découpé, découpé, découpé. Bref, c'est des chips et puis on sèche soit à l'électricité, soit au charbon et autres. Et puis on stocke et puis on peut exporter. Récemment, en Espagne, à la fois,
j'ai eu à voir des chips de macabo, Voilà, de taro. chips de taro. Waouh. Oui, oui, oui. Enfin, ce qui a tué l'agriculteur hier, c'était qu'il ne savait pas comment transformer. Uh-huh. Ben, la Chine a démocratisé le business de transformation. Avec 1,5 million, tu achètes une machine, tu fais le job et puis tu vends soit au niveau local. Et puis les supermarchés grandissent désormais comme les fleurs Mhm. dans le pays. Donc, tu peux positionner un produit, que ce soit le safo séché, mangue séché, ananas séché, tout ça là. Ok. Ouais. Et hormis ces cultures, je sais que tu fais aussi le petit cola. Il sait pas quel nom normal de ce Le fruit. mbitacolatier. Le bêta-colatier. Véritablement, c'est juste qu'il y a trop de choses. Dans notre catalogue officiel en entreprise, on a 250 espèces de plantes Mhm. qu'on développe progressivement. Et parmi les cultures prioritaires, il y a le mbitacolatier. Justement parce que après les années 70, les gens n'ont plus planté le mbitacolatier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un boom de prix. Mhm. Parce que les plantations ont vieilli et ne produisent plus réellement. Et donc, on commence à chercher un peu de partout où trouver le mbitacola et on ne trouve pas. Et on est aussi à une époque où les gens veulent être forts aux fesses. Et, et le mbitacola vraiment joue ce rôle-là. Donc, Donc c'est un aphrodisiaque. très puissant. Chez nous, même, on l'appelle le démarreur. Le démarreur. C'est pour ça qu'on s'intéresse vraiment pour cette culture. On a la chance qu'il y a aussi une entreprise qui s'est installée à Douala. Il Uh-huh. fait le vin de mbitacola. Le vin de bêta-cola. Oui, le vin de mbitacola. Ça veut donc dire que peu importe désormais la quantité de mbitacola qui seront produits, on va consommer ou transformer. Mais de base, le bêta-cola, il pense que ça n'a pas de jus. Comment est-ce qu'on fait le vin avec ça? Le processus de fermentation, c'est un processus connu. Oui. Avec une goutte de truc, lorsque c'est fermenté, tu peux doubler, tripler, quadrupler. Et puis, c'est des produits de niche. Mhm. Oui, c'est des vrais produits de niche. Je ne crois pas que jusqu'ici, on consomme au Cameroun. Donc, dès que c'est fait, top, Europe, Moyen-Orient surtout Parce aussi. que Ouais. déjà qu'actuellement, c'est un fruit de bêta-cola coûte 100 francs. Donc Ouais, si avec ça, on parvient à faire du vin, ça sera très cher. ce sera voilà, extrêmement cher et on n'a pas vraiment ce pouvoir d'achat là. C'est un produit extrêmement intéressant pour moi. La plantation de 10 hectares d'avocats que nous avions fait, on a contourné le champ avec le Mitacola. Ok. Oui. Et puis pour 2026, on est vraiment en train de trouver des mécanismes pour aider les agriculteurs à mieux se lancer. J'ai fait le test du greffage du Mitacola parce Ok. que le problème avec le Mitacola, c'est que on va dire que ça fait 9 ans avant de produire. C'est Ah! ça le vrai 9 souci. ans! Oui. Mais nous sommes en train d'apprendre les technologies de greffage. Je connais beaucoup de chèques dans ce domaine-là, mais actuellement, les connaissances actualisées ont permis qu'en 2024, on a quand même eu près de 500 plantes greffées. Mais nous comptons aller peut-être à 10 000 plantes greffées pour 2026. Bref, on est encore en train de taper la manivelle pour voir quelle sera la meilleure formule. Ok. Bon, j'aimerais savoir s'il y a une question que je n'ai pas eu à poser concernant la papa Kalina. Ou, Bon, peut-être c'est l'investissement parce que Ah, ok. Ouais, exactement. les gens sont toujours accros à l'investissement. Il faut dire quand même que, contrairement à d'autres cultures où on demande peu d'investissement, Mhm. le papaye Kalina est très exigeant en finance. Donc, De base, il faut quoi pour pratiquement un hectare? pour un hectare, en principe, avec moins de 5 millions, tu ne peux pas investir. C'est peut-être ça la grosse différence. Parce qu'une plante comme ça, c'est 500 francs l'unité. Ok. Euh, La la semence, semence. oui. Et quand je dis 500, tu multiplies par 2500, tu te retrouves à 1 250 000, juste la semence. Mhm. Et puis, quand tu achètes même la graine, tu te retrouves vers le même standing de prix. Oui. Mais après, c'est rentable parce que chaque fruit, c'est aussi 1000 francs. Donc, si tu achètes un pied à 500 pour pouvoir vendre globalement à un prix beaucoup élevé, c'est ça intéressant. Donc, en principe, Wow. pour la mise en place, des fois, il faut autour de 3 millions. Mais le système d'irrigation, c'est un autre deal. Ça peut vous prendre aussi 3 millions. Oui. Mais est-ce qu'on peut faire la Kalina en fait dans les zones marécageuses? C'est pas... Il ne faut pas le faire. Parce Pourquoi? que dans les zones marécageuses, le sol est un peu trop meuble. Mhm. Ça va tomber. Parce que imagine que chaque fruit, c'est 2 kilos. Ouais. Et si tu as 100 fruits, c'est-à-dire 200 kilos, que tu portes dans un sol qui n'est pas assez solide, C'est pas et stable. au quotidien, peu importe le vent qui va passer, ça va foirer. Autre chose, les racines de papaye Kalina sont hyper fragiles. Mhm. Donc si n'importe qui dans la zone marécageuse vient
il pourra facilement manger la racine et ça va aussi tomber. Ouais. Mais c'est un très bon business. Les gens même sont allés jusqu'à dire que ça peut donner jusqu'à 30 millions par hectare. Bon, 4 millions. ouais, effectivement, parce que ici, comme j'ai dit, la moyenne, c'est 20 fruits par an. Mhm. Donc le minimum, vraiment, c'est 20 fruits par an. Fois 2000 fruits, c'est quand même plus de... en tout cas, c'est autour de 50, 60 jusqu'à 90 tonnes à l'hectare sur le plan annuel. Donc c'est véritablement énorme. Parce que ici, l'idée, c'est de vendre aux grossistes. Mhm. Oui. Et les grossistes nous prennent en moyenne le fruit à 400, 500 pour vendre à 1000 francs. Ouais. Ok. Bon, pour sortir de cette interview, j'aimerais que tu donnes tes réseaux, tes contacts pour qu'on puisse en fait te connaître davantage. En tout cas, les contacts sont là. Peut-être que je ne les maîtrise plus puisque je suis quitté du conseil de communication, ça fait beaucoup de temps. Mais normalement, on a un site internet Ok. où on peut voir beaucoup de choses. Donc, je sais que On va essayer de mettre le lien en fait en bas de la oui, les publication. gros responsables connaissent le rôle d'un site internet. Donc, normalement, le nom, c'est www.cypressaconsulting.com, je crois .com. que c'est comme ça. Ouais. Donc, on a ce site internet-là et puis on a une adresse email, toujours comme ça. Ok. Pour répondre. Parce que on est dans les projets. Ok. On n'est pas une entreprise qui, par exemple, vend des semences ou vend ceci. Vraiment, on préfère étudier un projet et l'installer. C'est pour ça que au quotidien, on travaille avec moins de personnes, mais on fait un chiffre d'affaires explosif. Ok. Oui. Donc, par an, on livre peut-être 20 clients et qui ont peut-être 10 hectares, ça fait quand même 200 hectares ici de suite. Donc, Ça fait un bon bilan. oui, ça fait un bon bilan. Et puis, tu sais que tu as 10 gars avec qui tu vas te concentrer. Parce que l'un des objectifs, c'est que le projet marche. Parce que chaque fois que le projet marche, ça attire davantage beaucoup de projets aussi. Mhm. Ok. Bon, tu aurais un mot de fin pour conclure cette interview? Selon moi, ce que je pense, c'est que s'il faut donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui, pour commencer l'agriculture, Mhm. si on n'a pas assez de capital, pour moi, il faut commencer avec la banane plantain. Mais si à court immédiat, on a un peu de capital, on peut commencer directement avec la papaye. Pourquoi la banane plantain? Parce que la banane plantain, on ne l'arrose pas, Mhm. donc elle n'est pas exigeante. De deux, on ne l'échoue pas. Même si tu plantes, tu ne fais rien, tu vas quand même récolter un peu pour pouvoir t'en sortir rapidement. Et de trois, l'entretien n'est pas aussi assez exigeant. C'est-à-dire que tu peux te déplacer pour un souci et puis tu reviens après, tu redéfriches le champ, tu fertilises et tu te remets dans le cycle culturel. Contrairement à la papaye où j'ai dit ici, la fertilisation quand même, le traitement quand même et tout ça là, c'est tous les mois ou tous les 2 mois, ainsi de suite. Oui. Mais pour les gens qui n'ont pas assez de temps, c'est-à-dire ils sont occupés à faire autre chose, Mhm. je pense qu'ils doivent commencer par des arbres fruitiers. Tel que? Pour moi, c'est l'avocatier. Ouais. Et puis, tout à l'heure, j'ai évoqué le safoutier. Mhm. C'est les deux priorités. Et puis, la formule globale même que nous vendons aux gars qui s'en sortent dans la vie, c'est qu'ils doivent associer l'avocat à la papaye, par exemple, Mhm. ou au bananier plantain. C'est-à-dire, tu fais un champ d'avocat, mais tu y associes le bananier plantain ou la papaye. Et la même formule, c'est que si tu fais le safoutier ou tu fais les citrons, les oranges, les mandarines, tu associes aussi avec soit la papaye, soit le bananier plantain, ou même l'ananas ou le macabo. Mhm. Bref, créer cette association-là, c'est vraiment, vraiment pour permettre que d'ici la première année, tu as un peu d'argent pour pouvoir continuer à suivre le champ sans souci. Je vois que ici, là, tu associes en fait le papayer avec du piment. Oui, normalement, on a d'abord associé avec euh, le poivron. Ah, le poivron. Oui, donc du coup, il y avait le poivron un peu de partout. Quand Mhm. on a fini la récolte, avant qu'on a semé le piment, donc on associe au piment parce qu'on va irriguer et parce qu'en saison sèche, le piment coûte extrêmement cher dans le pays là. Et du coup, ça fait quand même une double rentabilité. Ok. Bon, à présent, nous sommes à la fin de cette interview. On espère que vous avez aimé le contenu, que cela pour vous sera utile. Donc, je vous invite premièrement à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager à toute personne qui pourrait être intéressée par ce contenu. Au revoir, Évariste. Merci, un gros plaisir encore. Super.